Ça fait un moment que je voulais parler des troubles de la personnalité borderline et j'avais cherché un peu de quoi montrer ça sur internet, mais j'ai rien trouvé qui me convenait et il n'y avait rien qui était présenté par quelqu'un d'aussi incroyable que moi, donc je me lance. J'ai été diagnostiqué de cette maladie mentale en février de cette année, donc j'y connais pas tant de choses que ça, à part mon expérience et une réalité scientifique que je découvre chaque jour. Si j'ai été diagnostiqué aussi récemment, c'est pas parce que l'approche de la quarantaine m'a rendu zinzin, c'est parce que, bien qu'on m'en ait parlé plusieurs fois par le passé, c'est un peu comme pour le jeu des boîtes d'Arthur, c'est au moment d'ouvrir qu'on se pose la question de savoir ce qu'il y a dedans et ça nous fait un peu peur. Et on a d'autant plus peur si, comme pour Arthur, on est accompagné par un prédateur sexuel. Cela dit, ces symptômes, je les ai depuis à peu près mon entrée à l'âge adulte et ils m'ont accompagné tout du long sans qu'ils soient identifiables pour autant. Ça veut dire quoi borderline? Où est ta limite en français, même si on n'utilise jamais le terme? En fait, c'est parce que dans les premières descriptions, on plaçait ces ensembles de symptômes à la frontière entre les névroses c'est les troubles mentaux où on reste en contact avec la réalité, et les psychoses, donc l'inverse, où on perd contact avec la réalité. Depuis, on parle d'un trouble de la personnalité, mais le terme borderline est resté. La maladie, elle est présente dans le DSM, qui est un peu la bible des psys et des neuropsys, de la même façon que le Vidal est la bible des médecins et que Camping est la bible des gens de mauvais goût. Maintenant, je vais essayer de vous expliquer un peu comment ça se manifeste sans y passer des heures, parce que des symptômes, il y en a plein. Il y en a qui se recoupent et il y en a pas mal qui sont même optionnels, un peu comme des DLC dans un jeu qui était déjà pas ouf. Moi, je vais faire une liste sur les symptômes qui m'handicapent ou du moins qui sont les plus visibles, mais c'est vraiment pas exhaustif. Je vais commencer par le symptôme le plus connu, c'est la forte cyclothymie, ou avant ce qu'on appelait la maniaco-dépressivité, avant étant le temps où tout allait mieux et où les gens comme ça, on les foutait dans des hôpitaux psychiatriques jusqu'à la fin de leur vie. En fait, on va passer de phases d'euphorie, on peut faire des milliers de choses et se sentir bien tout du long, puis d'un coup, sans prévenir, passer dans une phase descendante, c'est-à-dire une phase mélancolique, où on va avoir une forme de dépression très localisée, dans laquelle on va s'isoler et on va plus pouvoir faire tout ce qu'on avait entrepris dans la phase d'avant. C'est un point commun qu'on a avec la bipolarité, mais chez les borderline, ces changements sont réactifs. En fait, ils naissent d'un certain nombre de frustrations, d'incompréhension de la vie réelle, et ils viennent nourrir ces changements de phase, même si on n'en est pas vraiment conscient. Le deuxième symptôme, c'est le symptôme primordial des troubles borderline. C'est très spécifique, et ceux qui connaissent mon historique relationnel vont vite voir de quoi je parle. En fait, c'est une instabilité qui naît de la peur de l'abandon et qui fait qu'on va vouloir tester nos relations amicales et amoureuses très souvent. Et c'est pas des petits tests, c'est pas juste un POC pour voir que tout va bien, on va être en mesure de les mettre en danger, voire de les détruire, juste pour être rassuré en permanence. La routine, par exemple, c'est compliqué. En fait, pour la plupart des gens, une fois qu'elle est là, qu'on est rentré dans quelque chose de stable, tout va bien. Mais pour nous, l'absence de pic émotionnel qu'on avait avant, quand la stabilité n'était pas là, va nous amener à vouloir provoquer des événements pour s'assurer que l'autre veut rester. C'est la version un peu moins mignonne du « est-ce que tu m'aimerais encore si j'étais un ver de terre ?» puisqu'au final, c'est des prophéties autoréalisatrices. On sait très bien, vu de loin, quand on rationalise, qu'avec ça, on ne va rien créer de stable, mais sur le moment, on réagit dans l'urgence, on réagit dans l'angoisse, et donc on n'en est absolument pas conscient. C'est aussi ce qui fait de nous des odieux connards, mais ça, j'en reparlerai un peu plus tard. Moi, par exemple, je suis très bon en rejet préventif, voire même champion du monde. Je sors les gens de ma vie avant même qu'ils aient pu ne serait-ce que penser à l'abandon. Cette peur-là, en fait, c'est de la paranoïa, et dans ces moments-là, je suis capable d'inventer des choses, d'inventer des excuses dans lesquelles je crois dur comme fer, et dont je me rendrai compte du mensonge, entre guillemets, parce que pour moi, c'est pas un mensonge sur le moment, quelques semaines ou mois plus tard, et souvent c'est bien trop tard vis-à-vis de la personne concernée. Le pire étant que dans ces phases-là, quand elles se créent, l'empathie disparaît complètement. On n'a pas d'empathie vis-à-vis de l'autre qu'on est en train de faire souffrir, on est bouffé par le sentiment d'urgence, et donc il y a de la place pour rien d'autre. Des symptômes, comme je le disais avant, il y en a plein. Ça va de pensées suicidaires aux troubles addictifs, de réactions impulsives à un rapport catastrophique à l'argent, bref, un ensemble de caractéristiques pas ouf pour une feuille de personnage en début de partie. Moi, je vais me focus sur un dernier symptôme. Si on n'est pas vraiment capable de comprendre les émotions des autres, on ne comprend pas les nôtres non plus. Et ce symptôme-là s'appelle le sentiment de vide chronique. En fait, comme on ne sait pas comment réagir, surtout comme on ne sait pas comment on va réagir dans le futur à un certain nombre d'événements, on n'a pas de vraie consistance. Et on la cherche en permanence sans jamais trouver quelque chose qui nous convienne. C'est le symptôme le plus évident chez moi. Je casse et refais tout en permanence parce que je change mes contraintes, mes passions, mes façons de les exécuter, et ça tout le temps. Je fais un milliard de choses en même temps dans les phases maniaques, j'essaye d'en distiller un mois, et je me rends compte que tout ça n'a servi à rien ensuite. Il y a aussi clairement un lien avec les troubles financiers, donc là je vais passer les détails, mais je dirais juste que j'ai certainement le prix Le Bon Coin du gars qui arrive à acheter des choses et à les revendre ensuite le plus rapidement possible. Ok, on va s'arrêter là pour la partie badante et se demander d'où est-ce que ça vient tout ça. Alors c'est un savant mélange d'hérédité, de dérèglements neurobiologiques, donc il y a des histoires d'amygdale, de cortex préfrontal et de sérotonine, mais moi j'ai un bac L, donc il ne faut pas me demander plus. Et tout ça, on vient y ajouter des traumas à l'enfance et à l'adolescence qu'on ne distingue pas forcément, mais qui viennent en fait juste servir de déclencheur à tout ce beau monde qui était déjà en place.
Et comment on remédie à tout ça? Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des méthodes et des traitements. La mauvaise, c'est que c'est pas magique en fait. On ne peut pas corriger son tempérament, on peut seulement s'assurer de le maîtriser. Niveau traitement, c'est principalement pour la gestion de l'humeur. Et de mon côté, je prends de la lamotrigine. Ça fonctionne exceptionnellement bien. J'ai très peu d'effets secondaires et je pense que je pèse mes mots en disant que ça m'a quand même pas mal changé la vie depuis que j'en prends. Cela dit, ça c'est pour moi, je sais que ce genre de traitement a une efficacité et des effets secondaires qui varient beaucoup en fonction des personnes qui sont en face. Pour le reste, c'est beaucoup de travail avec les psychologues, les psychiatres et aussi tout seul. Cette vidéo par exemple fait partie de ma démarche. L'idée c'est de réussir à parler de ce qui m'atteint et à le vulgariser et à ce qu'un maximum de monde, même ceux qui ne me connaissent pas, puissent le comprendre. Ce qu'on veut, c'est comprendre qui on est et se donner la possibilité de rationaliser avant d'entrer dans des comportements impulsifs, parce qu'en fait, une fois qu'on est dans un comportement impulsif, c'est foutu, on n'est plus capable de revenir à la réalité. On ne peut pas changer, du moins sur ce point-là. Par contre, ce qu'on veut, c'est être capable d'identifier les moments où on va être dangereux pour soi-même et pour les autres, et les éviter. Aussi, j'ajoute quand même qu'il y a des côtés positifs et qu'il faut savoir les voir. Chez moi, je pense par exemple que ce côté épuisant pour certains et certaines de clown et d'improvisateur permanent, et aussi ma capacité à me focus sur des sujets divers et variés, aide beaucoup la personne que je suis maintenant. Et évidemment, le fait que je sois très intelligent et incroyablement sexy. Et pour finir, je voulais juste revenir sur ce terme que j'ai utilisé un peu avant, d'odieux connard. Parce qu'en fait, c'est le problème que j'ai avec la plupart des contenus que j'ai pu voir sur les réseaux, en anglais ou en français, qui invitent les gens à nous comprendre, peut-être, mais aussi à nous soutenir, voire nous excuser parfois. Par contre, ça, c'est pas tous. Alors là, trigger warning, hein, ça va être très subjectif. Peut-être que ça peut être vu comme un poil psychophobe. Donc là, ce n'est que ma parole et j'ai pas une grande réflexion derrière ça. Moi, ce que je me demande, c'est pourquoi. Parce que pouvoir expliquer les choses comme je suis en train de le faire là maintenant, d'accord. Mais pourquoi on soutiendrait, pourquoi on rentrait dans une démarche de support vis-à-vis de gens qui sont au final certes dangereux pour eux-mêmes, mais surtout dangereux pour les autres? Moi, tout ce que j'espère, c'est ne plus jamais avoir à dire à quelqu'un que ok, j'ai été nul, mais tu comprends, c'est pas ma faute. Parce que je l'ai déjà fait. C'est même peut-être un peu ce que je suis en train de faire avec cette vidéo. Et c'est parce que je veux que ça s'arrête. On n'est pas victime de discrimination. Et reprendre les arguments nécessaires à ceux qui sont victimes de discrimination, qui ne sont dangereux pour personne, c'est injuste. Nous, on doit assumer ce qu'on a fait jusque-là parce que les gens n'étaient pas forcément au courant et n'étaient pas forcément armés pour supporter tout ça. On ne peut pas effacer les traumas qu'on a créés chez les autres avec de jolies intentions. Ça ne change rien. Les gens ne vont pas forcément oublier. Ils peuvent comprendre, mais ils ne peuvent pas forcément oublier le mal qu'on leur a fait. Et à part être désolé, ben, tout ce qu'on peut faire, c'est se promettre d'être meilleur à l'avenir, faire en sorte aussi d'être meilleur à l'avenir, et accepter que tout ne se répare pas. Voilà, je remercie celles et ceux qui sont encore là s'il y en a. J'espère que vous avez appris des choses. Et pour être tout à fait franc, j'espérais réussir à être un peu plus drôle sur ce sujet. Mais c'est la première fois que j'ai écrit mes notes avant de parler à mon téléphone, parce que je voulais pas dire trop de conneries, je pense que j'en ai déjà dit un peu, et qu'il faut faire face à la réalité que je peux pas être Fred et Jamie quand je traite ça, il faut une certaine cohérence. Maintenant, je vais revenir à une activité normale et retourner faire ce que je fais d'habitude sur Instagram, c'est-à-dire brancher des choses qui sont pas censées être branchées ensemble et qui sont particulièrement inutiles, et ou faire de la musique, parce que je sais pas ce qui est le pire pour vous. Mais merci de m'avoir écouté.